On va aller faire un tour alors en Chine, Hong Kong. Je crois que Frédéric et Gabriel, vous êtes ensemble, c'est ça? Lausanne. Ici, c'est Frédéric, donc à Hong Kong. Donc, Josan, en cantonais, ça veut dire bonjour, parce qu'ici, il est pas encore midi, mais presque. Donc, on n'est plus dans la nuit. Mais on continue donc avec vous dans la nuit. Et je vais vous lire un extrait du livre de Hubert Reeves qui parle d'étoiles. Donc, ça tombe bien parce que c'est dans la nuit. Voilà. Donc, je suis avec Gabriel qui va me suivre. Et pour illustrer en fait ce que vient de dire Nicolas, merci Nicolas du Chili, pour illustrer les deux petits paragraphes du chapitre 9 sur le, les personnes vieillissantes et qui veulent des gens à domicile ainsi que l'handicap. En fait, cet été, parce que j'ai pas pu revenir en France, j'ai pu lire ce livre donc de Hubert Reeves pour mon père qui n'arrive plus à voir, donc c'était un moyen de communiquer avec lui. Il a 89 ans. Donc oui, la dépendance à domicile, le chapitre 9, donc la partie 4, et tout ce qui est l'handicap et la dépendance aux autres. Donc je vais pas vous lire évidemment tout le livre, c'est Hubert Reeves, donc un astrophysicien qui nous parle de l'univers et du cosmos. Et pourquoi je suis pas en grand moi c'est pas l'univers expliqué aux petits enfants. Donc je vais vous lire la préface et la réflexion. Prélude. Le titre de ce livre me rappelle L'art d'être grand-père de Victor Hugo. Dans un monde où les couples n'ont plus la solidité d'antan, les grands-parents sont devenus des repères importants, d'autant qu'ils accompagnent en général plus longtemps la vie de leurs petits-enfants. J'ai 8 petits-enfants, Emmanuel, Raphaël, Dorian, Elsa, Cyprien, Sévan, Massis et Noé, dont les âges vont de 6 mois à 21 ans. C'est à eux que je dédie ce livre. En commençant à l'écrire, j'ai pris conscience de la valeur symbolique que je pouvais lui donner, celle d'un testament spirituel. Que voudrais-je raconter à mes petits-enfants? L'histoire de ce grand univers qu'ils continuent à habiter après moi. Comment les aider à transmettre à leur tour ces connaissances? J'ai choisi de m'adresser à des enfants d'un âge voisin de 14 ans, et aussi, bien sûr, à tous ceux qui veulent en savoir plus sur notre cosmos et sur notre histoire. Le livre est né de conversations avec l'une de mes petites filles, certains soirs d'été. Notre dialogue se passe sous les étoiles, sous le ciel étoilé, que nous contemplons confortablement étendus sur des chaises longues. Tout au long de cette rédaction, je me suis senti revivre ces soirées de mois d'août avec mes enfants qui me bombardaient de questions pendant que nous attendions les étoiles filantes. La contemplation de la voûte céleste et le sentiment de notre présence parmi les astres provoquent un désir partagé d'en savoir plus sur ce mystérieux cosmos que nous habitons. Il sera ici question de science, ce qui n'exclut pas la poésie. Alors Hubert Reeves ensuite enchaîne sur de nombreux chapitres pour nous expliquer l'univers, et moi je vais sauter directement à la fin, ce qui va aussi nous parler pour nous insoumis. Réflexion. La petite fille. Je regarde les étoiles et je sais reconnaître Arcturus, Altaïr, Vega, Deneb, que je retrouve toujours avec plaisir. Elles sont devenues mes amies. Ce que tu m'as expliqué me les rend encore plus fascinantes. Je n'aurais jamais deviné qu'avec les télescopes, on puisse observer autant de galaxies, autant d'astres plus extraordinaires les uns que les autres, et apprendre tant de choses passionnantes sur notre univers, son passé et son histoire. Et lui. Notre grande chance, c'est que les scientifiques aient passé tant d'heures à concevoir ces instruments pour sonder la nuit profonde. Ils ont utilisé leurs observations pour valider ou réfuter les théories qui nous permettent ainsi de comprendre ce qui se passe. Nous récoltons le fruit de leurs travaux. Aujourd'hui encore, partout, dans le monde, les chercheurs s'activent sans relâche pour percer d'autres mystères. Il est une information particulièrement importante sur laquelle je veux insister.
c'est que nous vivons dans un univers qui a une histoire. Un univers où il se passe sans cesse des choses nouvelles qui influencent la suite. Un exemple. Le 24 février 1987, dans le ciel austral, on a observé à l'œil nu l'explosion d'une étoile dans le grand nuage de Magellan. Depuis cet instant, elle propulse dans l'espace des atomes nouveaux qu'elle a cuisinés tout au long de sa vie. Un autre exemple. Il y a quelques années, tu as été conçu dans le ventre de ta mère et te voilà ici avec moi à regarder les étoiles, à me poser des questions. Ainsi, d'innombrables événements dans le ciel et sur terre ont lieu à chaque moment de cette histoire que j'aime appeler l'aventure univers. Et la petite fille, tu veux dire l'aventure de l'univers? Et lui répond, non, ce que je veux dire, c'est l'univers est une aventure. Elle se déroule depuis près de 14 milliards d'années, dans des espaces gigantesques, peut-être infinis. Le Soleil, nos existences, la vie de ton chat, sont de courts épisodes de cette épopée. C'est une succession d'événements liés, juxtaposés, qui, en interagissant, déterminent la progression vers le futur. Grâce à l'astronomie, nous avons appris que nous ne sommes pas le centre du monde, car nous l'avions longtemps cru, comme nous l'avions longtemps cru. Les transats d'où nous regardons le soleil, le ciel, sont installés sur une petite planète qui gravite autour d'une étoile jaune, située à la périphérie de la galaxie, comme il y en a eu des milliards. Plus étonnant, peut-être encore, notre vision du temps s'est élargie. On a cru longtemps que le monde avait été créé très récemment, il y a quelques milliers d'années au plus. Aujourd'hui, notre regard s'ouvre sur des étendues de milliards d'années. La durée de nos vies, qui semble parfois si longue, est infinitésimale par rapport à l'âge de l'univers ou celui du Soleil. C'est comme le temps d'un clin d'œil par rapport à une année. Mark Twain, un auteur américain du 19e siècle, utilisait une autre comparaison pour fustiger la vanité des humains, qui se donnaient beaucoup d'importance. La durée de notre existence est comme l'épaisseur de la couche de peinture au sommet de la tour Eiffel par rapport à la hauteur de la tour. À cette époque, on ignorait ces dimensions gigantesques qu'a nécessité l'apparition de la vie. L'élaboration de l'infrastructure, de l'intelligence s'étend sur des milliards d'années et implique des volumes de dizaines de milliards d'années-lumière. Voilà encore une importante découverte due à la recherche scientifique. Et la petite fille, oh mais c'est merveilleux! Mais pourtant, je sais que tu es très inquiet pour la suite de cette belle histoire. Qu'est-ce qui ne va plus? Et lui, oui, nous allons parler de la crise écologique que nous traversons. On peut la relier indirectement à l'apparition de l'intelligence dans notre lignée humaine, à la dimension de notre cerveau, à ses prouesses. À ce propos, Platon, un philosophe grec, raconte la légende suivante. À la naissance des premiers vivants, deux frères, Épiméthée et Prométhée, sont chargés de distribuer à chaque espèce des dons particuliers pour affronter les dangers de la nature. Épiméthée commence. Il donne la mémoire aux éléphants, la vitesse aux félins, le vol aux oiseaux. Prométhée constate alors que son frère a oublié les humains. Et pour compenser, il les dote de l'intelligence. Ils peuvent ainsi fabriquer des outils et mettre le feu du ciel à leur service. Alors la petite fille pose la question. C'est une jolie légende, mais en réalité, comment cela est arrivé? Et lui répond. L'apparition des premiers humains remonte à environ 200 000 ans. À l'époque, la vie ne devait pas être facile. La Terre était peuplée de prédateurs redoutables contre lesquels il fallait se protéger et protéger les enfants. Les humains étaient bien démunis face à ces dangers. Il fallait manger et essayer de ne pas être mangé. L'intelligence s'est développée comme une faculté pour affronter
la compétition avec les autres vivants. En ce sens, on peut la considérer comme une nouvelle propriété émergente, au moment où la complexité a atteint le stade d'apparition de certains animaux, et parmi eux, l'espèce humaine. C'est à ce titre qu'elle s'inscrit dans le déroulement de l'aventure univers. Au cours des âges, de bénéfique qu'elle était au départ, cette faculté est progressivement devenue problématique. Grâce à elle, nous, les humains, avons développé des technologies d'une prodigieuse efficacité. Mais si d'un côté, par exemple, nous inventons d'excellents médicaments, de l'autre, nous vidons des océans, détruisons les forêts et stérilisons les terres agricoles. Nous éliminons des quantités de lignées animales et végétales, pourtant là depuis des centaines de millions d'années. Nous découvrons que notre planète n'est pas infinie et nous sommes confrontés à cette limite. C'est ce que nous appelons maintenant la crise écologique. Le mot écologique veut dire qui a rapport à la maison. Nous malmenons notre maison, c'est-à-dire la biosphère et tous ses habitants. Alors la petite fille a cette réflexion. Pourrions-nous envisager d'aller coloniser d'autres planètes? Et lui répond, je ne crois pas que ce soit une bonne solution. En peu de temps, nous retrouverions la même limite. Cela ne serait que la répétition de ce que nous faisons actuellement et ne ferait que retarder l'issue. Alors la petite fille, en supposant que l'intelligence soit apparue sur une autre planète, est-ce que les mêmes problèmes pourraient se présenter à ceux qui la possèdent? Et lui. C'est la question que nous allons aborder maintenant. Pour lui donner un cadre, nous allons inventer un scénario où il y aura beaucoup de supposons que. Alors, supposons que des formes de vie plus ou moins semblables à celles que nous observons sur la table, à ce qui s'est passé ici. C'est une hypothèse, mais elle est instructive. Depuis plusieurs milliards d'années, des étoiles nouvelles se forment continuellement dans les galaxies. Certaines étoiles sont nées bien avant le Soleil, qui, lui, n'est vieux que de 4,5 milliards d'années. D'autres sont beaucoup plus récentes. Leur système planétaire aurait donc des âges différents. Imaginons de partir en voyage pour visiter différentes planètes. Sur certaines, on retrouverait les formes les plus primitives de la vie, les cellules foisonnant dans des nappes d'eau tiède. Ailleurs, on verrait des reptiles parcourir les savanes. Ailleurs, ce sont les ancêtres des oiseaux qui polliniseraient les premières fleurs. Et ailleurs, des êtres nantis d'intelligence peindraient les parois des grottes où ils s'abritent. Alors la petite fille. Pourrions-nous trouver des biosphères analogues à ce que sera la nôtre dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 1 million d'années? Dans quel état serait-elle? On pourrait ainsi voir une vision de ce que sera notre avenir, comme dans une boule de cristal. Alors lui répond, ta question nous ramène à notre situation aujourd'hui. On peut imaginer que tout comme nous, les civilisations ont eu affaire aux difficultés que nous rencontrons maintenant. Coexister avec leur propre technologie, freiner la détérioration de la biosphère induite par l'impact de leur industrie. Cette crise écologique que nous traversons pourrait être un phénomène universel, un passage obligé. De la croissance de la complexité partout où elle atteint des niveaux de l'intelligence et de la conscience. Une sorte d'examen de passage auquel seraient soumis tous les habitants intelligents des planètes où la vie a pu ou pourra apparaître. Là se jouerait le destin de l'intelligence, son aptitude à ne pas disparaître en même temps que la lignée qui en a hérité avec grand dommage pour la biosphère dans laquelle elle est apparue. Notre exploration interstellaire pourrait nous amener à différents cas de figure. Là où l'espèce intelligente a réussi son examen, l'aventure univers poursuivrait son évolution vers de nouveaux sommets que nous ne sommes pas en mesure d'imaginer.
À l'inverse, là où l'espèce a failli à la tâche, on retrouverait les décombres et les débris de son action. Sur ces vestiges, la vie des êtres vivants qui auraient échappé à l'hécatombe s'épanouirait à nouveau. Et si, sur Terre, notre intelligence conduisait à pareille situation? Les fruits de nos facultés créatrices, l'art, la science, seraient détruits et bientôt oubliés. Les noms de Mozart et de Van Gogh ne signifieraient plus rien. Et l'admirable entraide entre les humains, leur compassion envers les êtres souffrants, serait perdue. Alors la petite fille. Mais peut-être qu'après un certain temps, un nouveau chapitre de l'évolution reprendrait sur les cendres refroidies. Et lui répond, oui, tu as raison. Quand bien d'autres étoiles, le Soleil, a encore plusieurs milliards d'années de vie devant lui. L'intelligence trouverait peut-être une nouvelle chance de s'épanouir et qui sait, de perdurer. Et la petite fille a cette question. Pourquoi ne pas réussir à relever ce défi dès maintenant? Et lui répond, la réponse, elle appartient aux terriens actuels, à nous. Et voilà, pour moi, cette partie de Hubert Reeves, merci à lui. Voilà, je vais laisser la place à Gabriel, qui est à côté de moi. Et voilà. Merci. Merci Frédéric. Bienvenue Gabriel. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et d'abord, merci beaucoup. Merci beaucoup à toute l'équipe qui organise l'événement et puis à tous les autres participants. Merci. Merci beaucoup. Alors, moi, je m'appelle Gabriel Bennett, j'ai 32 ans et je vis à Hong Kong où je suis enseignant et c'est pour ça que j'ai choisi de lire le chapitre 11 de l'Avenir en commun, le chapitre qui parle d'éducation et notamment des axes pour soutenir les moyens de l'enseignement supérieur et de la recherche, des sujets qui sont pour moi tellement importants. Ensuite, je voulais vous lire un manifeste ou une tribune de scientifiques écrit lors des mouvements comme Sauvons la recherche ou Science en marche, ou un texte sur le monde vivant par François Jacob, mais parce que j'habite à Hong Kong qui ne va pas si bien depuis quelques années, je vous lirai un petit passage d'un livre qui parle de la place Tiananmen au printemps 1989, la même année où je suis né, qui parle du 4 juin 1989 et qui parle de Liu Xiaobo. C'est le livre de Pierre Aski, Liu Xiaobo, l'homme qui a défié Pékin. Donc, c'est parti pour le chapitre 11, Éducation et formation, soit 9 pages de l'avenir en commun. Éducation et formation. Premièrement, éradiquer l'illettrisme et développer l'alphabétisation. L'illettrisme touche plus de 2,5 millions de Français dans l'Hexagone. 40% de la population est concernée à Mayotte, 20% en Martinique, Guadeloupe ou Guyane. De plus en plus de démarches s'effectuant uniquement en ligne, les personnes illettrées perdent peu à peu l'accès à leurs droits et ne parviennent même plus à régler leurs factures ou à se déplacer. Nous voulons éradiquer enfin l'illettrisme. Mesure clé, éradiquer l'illettrisme pour les jeunes sortis du système scolaire et les adultes à l'horizon 2027. Développer les structures d'alphabétisation et les cours de langue française pour les personnes non francophones. Financer des programmes associatifs d'accompagnement. Repérer les personnes en situation d'illettrisme par des actions nationales et annuelles et leur proposer une remise à niveau gratuite. Deuxièmement, faire le service public de la petite enfance. Tant que la charge totale du travail des femmes, activités domestiques comprises, demeurera supérieure à celle des hommes, elles n'auront pas leur juste part de liberté, de loisirs et de repos. La question des modes de garde joue ici un rôle déterminant. C'est aux femmes qu'incombe encore trop et parfois exclusivement la prise en charge des enfants. L'établissement d'un vaste système de garde d'enfants est donc impératif pour la liberté des parents, les mères en particulier,
et l'apprentissage de l'autonomie des enfants. Mesure clé, créer un service public de la petite enfance et ouvrir 500 000 places en crèche et mode de garde adaptés sur 5 ans. Planifier la création de crèches publiques et d'entreprises publiques et de jardins d'enfants à effectifs réduits et garantissant un accès à un espace extérieur contenant une vraie végétation. Augmenter les moyens humains et matériels pour améliorer les conditions de travail dans les structures existantes. Et garantir la gratuité des crèches publiques. Troisièmement, reconstruire une école globale pour l'égalité et l'émancipation. Une des grandes conquêtes sociales du siècle passé consiste à avoir arraché les enfants aux violences de l'usine pour les accueillir à l'école publique. Mais l'école publique, laïque et gratuite, qui est une des clés du progrès social et humain, sort terriblement affaiblie de 15 années marquées par des politiques destructrices. Depuis 5 ans en particulier, Jean-Michel Blanquer a profondément désorganisé et sabordé le service public d'éducation en s'attaquant à ses fondements et en le livrant au marché. Il faut reconstruire l'école de l'égalité et de l'émancipation, une école qui participe à la prise en charge des grands défis de demain, la bifurcation écologique et la 6e République. Mesure clé, assurer la gratuité réelle de l'éducation publique, y compris les cantines, le transport et les activités périscolaires. Fournir gratuitement aux élèves les manuels scolaires ainsi que des fournitures sans marque pour assurer une réelle égalité des conditions entre élèves et lutter contre l'intrusion marchande à l'école. Assurer l'égalité devant l'école, c'est mettre en place une véritable politique d'éducation prioritaire sur la base des bilans déjà effectués des différents dispositifs, zone d'éducation prioritaire, ZEP, réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté, RACED, etc. Réduire partout les effectifs par classe pour faire mieux que la moyenne en Europe, qui est actuellement à 19 élèves par classe, en priorisant les maternelles et les classes des actuelles ZEP. Renforcer les dispositifs de rattrapage scolaire. Instaurer une nouvelle carte scolaire mettant fin à la ségrégation scolaire. Étendre la scolarité obligatoire à 18 ans en proposant, si nécessaire, une garantie d'autonomie à partir de 16 ans. Garantir la variété des langues vivantes enseignées et leur apprentissage dès le CP. Et augmenter le nombre de classes pour les élèves primo-arrivants. Revaloriser les personnels de l'éducation nationale et renforcer les moyens, c'est rattraper le gel du point d'indice depuis 2010 et revaloriser les grilles salariales en engageant une négociation avec les organisations syndicales. Adopter un plan pluriannuel de recrutement pour l'ensemble des concours avec un dispositif de pré-recrutement au métier d'enseignant favorisant l'accès des jeunes de tous les milieux sociaux. Créer des écoles professionnelles de l'enseignement, renforcer la formation initiale et continue des personnels en intégrant notamment une solide formation à la sociologie de l'éducation, à la pédagogie, à la psychologie de l'enfant et de l'adolescent et à la lutte contre les discriminations. Soutenir la recherche en éducation et développer des partenariats entre l'éducation nationale et des mouvements pédagogiques agréés. Renforcer partout les effectifs de la vie scolaire, assistants d'éducation, assistants pédagogiques. Reconnaître le travail et l'engagement des personnels en mettant fin aux dispositifs d'évaluation et de contrôle permanent, ainsi qu'en réaffirmant la liberté pédagogique, notamment dans le primaire. Créer un véritable service public d'accompagnement du handicap avec un nouveau corps de personnel. Mettre en place une aide administrative et éducative aux directeurs d'école et améliorer le mode de décharge d'enseignement pour tous les directeurs d'écoles maternelles et élémentaires. Associer aux décisions des établissements les personnels, les parents et les élèves. Et renforcer la médecine scolaire en garantissant le nombre de personnels par établissement. Restaurer le cadre national du service public d'éducation. C'est rétablir le diplôme national du baccalauréat, abroger les contre-réformes du lycée, de la voie professionnelle et du collège.
abolir les privilèges de l'enseignement privé, abroger la loi Carle et interdire les subventions extralégales des collectivités territoriales. Faire de l'école le levier de la bifurcation écologique et démocratique. Intégrer l'enjeu écologique dans les programmes de la maternelle au lycée et introduire de nouveaux enseignements pratiques. Porter l'alimentation dans les cantines scolaires à 100% biologique et local et réduire la part des protéines carnées au profit des protéines végétales et imposer une option végétarienne quotidienne. Construire de nouveaux établissements à taille humaine et rénover le bâti existant afin de prendre en compte les enjeux sanitaires et environnementaux, désamiantage notamment. Étendre le droit de réunion et d'association pour les lycéennes et lycéens. Renforcer l'éducation à l'égalité contre le sexisme et les discriminations dans les programmes scolaires. Et enfin, formuler un projet d'école global, c'est-à-dire rendre cohérent scolaire et périscolaire. Quatrièmement, qualifier tout le monde. L'élévation continue du niveau de qualification des travailleurs est essentielle. La bifurcation écologique nécessite des qualifications de pointe à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Il est donc impératif de penser ensemble les offres de formation initiale et la formation tout au long de la carrière en cohérence avec les objectifs écologiques du pays. Nous voulons reconstruire les filières publiques d'enseignement professionnel, aujourd'hui dévastées. Elles sont une voie d'excellence dans laquelle étudie la moitié de la jeunesse du pays. Les savoir-faire qui y sont appris et transmis sont indispensables face aux défis écologiques qui nous attendent. Mesures clés. Augmenter le nombre de classes et de lycées professionnels et agricoles publics. Créer des centres polytechniques professionnels. Rétablir l'encadrement de la création de centres de formation d'apprentis, les CFA, sous l'autorité des régions. Interdire les diplômes privés professionnels. Rétablir le baccalauréat professionnel en 4 ans et y renforcer les enseignements généraux. Protéger les cursus courts dans l'enseignement supérieur et encourager la poursuite d'études après un bac professionnel ou technologique, BTS, DUT, licence professionnelle, etc. Structurer les filières professionnelles qui répondent aux besoins en main-d'œuvre de la bifurcation écologique. Redonner et développer les moyens humains et financiers de formation au lycée agricole public, permettre l'accès et la gratuité des places d'internat aux étudiants et apprentis mineurs sous conditions de ressources et pour les plus éloignés des lieux d'apprentissage. Réinstaurer un service public national de l'orientation et réserver la taxe d'apprentissage aux établissements publics. Cinquièmement, c'est refonder l'enseignement supérieur que Christine nous a lu quelques minutes avant. Donc, je vais passer directement au 6e point pour conclure. Sixièmement, un temps de jeunesse au service de l'intérêt général et de la sûreté de la nation. Le service national universel, SNU, promesse d'Emmanuel Macron, est aussi coûteux qu'inutile. Nous proposons un service citoyen obligatoire avant l'âge de 25 ans, rémunéré au SMIC, revalorisé, pendant 9 mois et ouvrant de nouveaux droits. Formation, bilan de santé, permis de conduire. Ces jeunes pourront, s'ils le souhaitent, intégrer la garde nationale placée sous commandement civil. Elle regroupera également la réserve de sécurité nationale, la réserve de sécurité civile et la réserve citoyenne. Mesure clé, instaurer une conscription citoyenne et créer une garde civile nationale. Mettre en place une conscription citoyenne de 9 mois pour les femmes et les hommes de moins de 25 ans rémunérés au SMIC, revalorisé. Elle comprend une formation militaire initiale avec droit d'objection de conscience et des tâches d'utilité publique. Secours aux personnes, sécurité civile, protection et réparation de l'environnement, appui à des associations labellisées d'intérêt général, appui à la population en cas de crise sanitaire.
intégrer dans cette conscription un bilan de santé et une évaluation des capacités d'écriture, lecture et calcul, avec mise à niveau si nécessaire. Elle comprendra aussi une formation gratuite à la conduite et le passage de l'examen du permis de conduire. Créer une garde nationale sous commandement civil composée de la réserve de sécurité nationale, de la réserve de sécurité civile, de la réserve citoyenne et des jeunes en service citoyen obligatoire ayant souhaité intégrer l'une de ces réserves. Voilà. Et sans transition, je passe à la lecture d'un extrait de Liu Xiaobo, l'homme qui a défié Pékin de Pierre Aski. Alors, j'entre directement dans le bouquin, page 65, avec des extraits d'entretien de Liu Xiaobo avec l'équipe de télévision d'Ikari en juin 2008 à Pékin. À ce moment-là, sur la place, des gens arrivaient de partout pour nous dire « On a tué des gens à tel endroit, à tel autre. » On ne pouvait plus ni entrer ni sortir de la place. Ils l'avaient bouclée. L'atmosphère était très tendue et parmi les étudiants, beaucoup étaient bouleversés, excités. Certains avaient récupéré des armes des soldats, des fusils semi-automatiques. Nous, ce qui nous importait, c'était avant tout d'éviter des pertes parmi les jeunes étudiants. Mais au premier tir de ces armes, l'armée aurait saisi ce prétexte et les quelques milliers de jeunes vies qui se trouvaient autour du monument aux héros du peuple risquaient d'en payer le prix fort. Alors, nous avons fait deux choses. D'abord, nous sommes allés négocier avec l'armée. Nous proposions de retourner convaincre les étudiants d'évacuer pacifiquement la place et leur demandions en échange d'ouvrir une sortie sécurisée pour les laisser passer. Lorsque je suis allé négocier avec le commandement de l'armée, il y avait des gens de la Croix-Rouge, du personnel médical. Alors, j'ai enfilé une de leurs blouses blanches et je me suis dirigé vers l'armée en brandissant le drapeau de la Croix-Rouge. Il y avait avec moi Ho De-jien, un chanteur taïwanais très célèbre qui fut très utile car, alors que nous approchions des militaires, il n'arrêtait pas de crier « Je suis Ho De-jien, je viens pour négocier ». C'est comme ça que ça a fonctionné. Liu Xiaobo reprend son récit de cette journée fatidique. Puis, j'ai demandé aux étudiants sur le monument de se calmer. J'ai réuni quelques camarades pour m'aider à récupérer certaines choses aux mains des étudiants, par exemple des fusils que brandissaient deux ouvriers ou des cocktails Molotov confectionnés par les étudiants. Nous avions peur que si des étudiants ripostaient, les conséquences seraient absolument terribles. C'est une scène immortalisée par une caméra de télévision étrangère. Liu Xiaobo s'empare d'un fusil que des manifestants avaient subtilisé à un soldat et le fracasse avec rage sur une stèle. Un geste de non-violence symboliquement fort à quelques heures d'un massacre. L'intervention des 4 gentlemen permet l'évacuation de bon nombre des étudiants qui restaient encore sur la place Tiananmen. Mais aux alentours de la place, la répression est féroce et fera de nombreuses victimes, que Liu Xiaobo évaluera plus tard à 1 millier de morts. 40 ans plus tard, 50 ans plus tard maintenant, on ne connaît toujours pas le nombre exact de victimes. Les estimations vont de 200 à 2000 morts. Et la propagande officielle prétend toujours qu'il n'y en a pas eu. Le philosophe Su Youyu rend hommage au rôle joué à ce moment-là par Liu Xiaobo et ses camarades. À l'aube du 4 juin, j'étais également présent sur la place Tiananmen, non loin de Liu Xiaobo et de ses 3 compagnons du groupe des 4 gentlemen. En réalité, le massacre du 4 juin s'est produit aux alentours de la place Tiananmen, mais pas à l'intérieur même de la place. Mais à ce moment-là, si les étudiants s'étaient obstinés à ne pas évacuer la place, un terrible bain de sang se serait certainement produit au centre de la place. Liu Xiaobo et son compagnon ont réussi à persuader les étudiants d'évacuer, évitant ainsi le bain de sang. On ne peut nier ce rôle. S'il fallait leur rendre justice, il faudrait vraiment mettre en avant, reconnaître ce rôle 100% positif.
Pour moi, son rôle le plus important dans ce mouvement est d'avoir appelé les étudiants à adopter un comportement non violent, intelligent et raisonnable, et d'avoir réussi à contenir et apaiser ce radicalisme. Le 4 juin, il a évité qu'un massacre encore plus grand se produise au cœur de la place Tiananmen. De plus, adhérer à la non-violence était aussi pour notre génération une façon d'exprimer notre rupture totale avec l'idéologie du Parti communiste chinois. Nous tenions beaucoup à marquer clairement que nous lui tournions le dos. Wu Arkaisi, son principal interlocuteur pendant toute cette crise, témoigne de sa constance sur ce point. C'est Liu Xiaobo qui nous a appris la non-violence. Il m'en avait convaincu et je l'ai exprimé aux étudiants. Ce ne fut pas difficile, car nous n'étions pas violents à la base. Nous étions membres de la classe intellectuelle et nous pensions que le stylo était notre arme. Nous voulions vraiment que le mouvement reste non violent, et Liu Xiaobo nous y encourageait. Il y ajoutait une dimension philosophique, nous expliquant le concept indien, ses codes, etc. Il ne s'agissait pas simplement d'être pacifique, mais d'être aussi armé philosophiquement. Pour Jean-Philippe Béja, un chercheur et sinologue français, Liu Xiaobo a été étonné par la non-violence de ce mouvement parce que, rappelons-le, il n'y a eu aucune violence dans l'occupation de Tiananmen, aucune violence entre le 3 avril et la nuit du 3 au 4 juin. Des centaines de milliers de personnes se sont soulevées pacifiquement et pas une seule vitre brisée. Cette non-violence l'a fait réfléchir. Il est frappé par le contraste entre ce soulèvement pacifique et la vanité, l'inanité du mouvement des gardes rouges pendant la révolution culturelle. C'était à préserver absolument à la fin du mouvement. Il n'est pas seul à ce moment-là, ils sont 4, mais on sent la patte de Liu Xiaobo dans le manifeste de la grève de la faim. Pour lui, cette non-violence est le meilleur moyen d'atteindre ses fins, car c'est ce qui prouve qu'on a la morale de son côté, et la morale est essentielle pour pouvoir résister à ce type de régime. C'est ce qu'il développera pendant toute sa vie à la suite de sa libération de prison en 1991. Yu Jie, l'un des proches de Liu Xiaobo dans les dernières années, se souvient qu'il aimait particulièrement une citation de Nietzsche. Qui trop combat le dragon devient le dragon lui-même. Il disait que nous, qui combattions le Parti communiste chinois depuis si longtemps, risquions de lui ressembler un jour. Dès Tiananmen, cette idée est présente dans les réflexions de Liu Xiaobo et en particulier sur la question de la violence ou plutôt de la non-violence. Ce n'est pas ce que retiendra le régime lors de la reprise en main. Liu Xiaobo est présenté dans les médias de propagande comme la main noire, le manipulateur des étudiants, et il est activement recherché par la police. Il se réfugie quelques heures chez un diplomate australien, rédige une dernière déclaration datée du 5 juin, co-signée avec ses 3 autres camarades de grève de la faim, qualifiant le régime chinois de fasciste et affirmant que personne n'avait ainsi fait couler le sang à Pékin dans l'histoire moderne. Mais Liu Xiaobo refuse la proposition de se cacher dans une enceinte diplomatique. Il ne cherche pas non plus à quitter le pays comme l'ont fait certains des leaders étudiants actifs sur la place, comme son ami Wu Arkaisi. Il se retrouve, grâce à des passeurs liés aux triades, la mafia hongkongaise, dans ce qui est encore un territoire britannique, Hong Kong. Mais Londres ne veut pas déplaire à Pékin. Alors c'est la France qui monte l'opération Yellowbird pour aider les fugitifs de Tiananmen à quitter Hong Kong, avec de vrais faux passeports. J'étais heureux, écrira plus tard dans ses mémoires Claude Martin, alors directeur d'Asie au Quai d'Orsay et plus tard ambassadeur de France à Pékin. Cette opération de sauvetage silencieuse avait du sens, bien plus que toutes les déclarations et les postures que les événements de Tiananmen avaient inspiré à la classe politique française, et bien plus que les sanctions inefficaces et hypocrites. Le 6 juin, Liu Xiaobo, lui, prend son vélo et rentre chez lui. Mais avant d'arriver, il est intercepté par un minibus aux vitres fumées. Le vélo est jeté sur le bas-côté, les policiers lui bandent les yeux, lui obstruent la bouche et le jettent dans le véhicule. La main noire de Tiananmen était arrêtée. Ce qui s'est passé ici. Voilà, c'est pour la mémoire de ce qui s'est passé le 4 juin 1989, puisqu'aujourd'hui, il n'est plus possible d'y penser collectivement ici à Hong Kong.
Et puis pour la mémoire de Liu Xiaobo, qui a passé de nombreuses années en prison, qui a participé à la rédaction de la charte 08 pour, entre autres, demander une nouvelle constitution pour la Chine dans le respect des droits de l'homme, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2010 en prison, et puis qui est mort en 2017, toujours privé de liberté. Merci à tous de m'avoir écouté et je laisse la parole à Julien. Merci, Ouais. au revoir. Merci beaucoup, Gabriel. Bon, Frédéric et Gabriel, merci à vous deux. C'est dense, c'est puissant. Merci. Julien, on passe avec toi. Donc, dis donc, on dirait que cette nuit de lecture commence à voir le petit matin, on va dire, hein, puisqu'on aura Julien, Philippe et puis Christine. Donc, Julien, si tu veux prendre la main, c'est tout à toi. J'ai deux lectures à faire. La première, c'est le programme, donc la partie numéro 6, donc, qui s'appelle La vie en état de pandémie permanente. Voilà, on va retrouver des considérations un peu plus terre à terre. Et en fait, qui fait partie, donc le chapitre 6 du grand chapitre Unir pour bien vivre, avec le chapitre 7 sur le plein emploi, le chapitre 8 sur le partage des richesses. Donc ensuite, j'aurai une petite lecture, donc l'introduction d'un ouvrage qui s'appelle Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, de Corinne Morel-Darlet. Ok, c'est parti. Alors, chapitre 6, donc sur Unir pour bien vivre et la vie en état de pandémie permanente. Donc, on commence par une petite citation de Victor Hugo, donc discours à l'Assemblée nationale le 9 juillet 1849. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez le bien, messieurs. Je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire. Je dis détruire. La misère est une maladie du corps social comme la lèpre était une maladie du corps humain. La misère peut disparaître comme la lèpre a disparu. Détruire la misère, oui, cela est possible. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse, car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. Et ils ont mis aussi donc une citation d'Aimé Césaire pour introduire le chapitre. Il ne doit plus y avoir de place, pas plus entre les individus qu'entre les collectivités, pour des relations de maître à serviteur, mais il doit s'établir une fraternité agissante au terme de laquelle il y aura une France plus que jamais unie et diverse, multiple et harmonieuse, dont il est permis d'attendre les plus hautes révélations. Aimé Césaire, discours à l'Assemblée nationale le 12 mars 1940. Dans le contexte nouveau du changement climatique et de l'ère des grandes pandémies, l'unité de la société devient primordiale. L'unité du peuple, l'entraide, la fraternité sont les chemins les plus sûrs face aux dangers et à l'ère de l'incertitude écologique dans laquelle nous entrons. C'est pourquoi il est urgent d'en finir avec la société des privilèges, avec les grandes disparités de richesse et d'éradiquer l'abandon social. Donc, ça, c'était l'introduction au chapitre général Unir pour bien vivre. Et donc, le chapitre 6, la vie en état de pandémie permanente. Point numéro 1. Créer un état d'urgence sociale. Ces dernières années, les états d'urgence se multiplient, sécuritaires, sanitaires. Ils vont tous dans le même sens. Restreindre les libertés individuelles et collectives. Pour faire face à l'insécurité écologique due aux pandémies et aux conséquences du changement climatique, il faut à l'inverse un état d'urgence sociale pour garantir la sécurité sociale des personnes et renforcer les liens d'entraide. Mesure clé, bloquer les prix des produits de première nécessité. Augmenter immédiatement le SMIC et les minima sociaux. Réquisitionner les dividendes distribués pendant une crise sanitaire par les entreprises du CAC 40
et créer des emplois utiles immédiatement pour faire face à l'urgence sociale. Repousser de 2 ans le remboursement des prêts garantis par l'État. Point numéro 2. S'organiser pour faire face aux pandémies. Tandis que les causes des pandémies n'auront pas été réglées, nous devons nous tenir prêts à des répliques de même nature que le Covid-19. Il nous faudra le faire de la manière la plus efficace et humaine, c'est-à-dire en choisissant le tous ensemble plutôt que le chacun pour soi, et en sauvegardant nos libertés. L'État planificateur sera l'instrument principal de notre adaptation à l'ère des pandémies. Mesures clés. Adopter un plan d'adaptation aux pandémies non liperdicides basé sur la société du roulement et la planification sanitaire. Ce point clé se décline notamment par abroger les lois sur l'état d'urgence sanitaire et le pass sanitaire, reconnaître les épidémies et les pandémies au titre de catastrophes naturelles, interdire le dépôt de brevets sur les médicaments et les équipements nécessaires à une réponse sanitaire urgente et rendre obligatoire le partage de connaissances en vue d'une production massive et équitablement répartie des biens médicaux de première nécessité. Réquisitionner les entreprises indispensables à la production de matériel sanitaire, masques, tests, purificateurs. Faire un pôle public du médicament qui devra assurer la relocalisation de la production de médicaments, garantir l'approvisionnement d'une réserve stratégique, assurer le contrôle des prix sur l'ensemble des produits de santé et communiquer sur leurs coûts réels, permettre la transparence sur le financement de la recherche et du développement, mettre en place une conditionnalité des aides perçues par les entreprises privées pour la recherche de vaccins et de médicaments, produire et diffuser massivement les vaccins et traitements passés sous licence d'office, en sachant que 90% des Français sont pour la création d'un pôle public du médicament, qui serait un établissement public, scientifique et technique, ayant vocation à s'assurer de l'approvisionnement de la France en matière de dispositifs médicaux, selon un sondage Harris Interactive de juin 2020. Par ailleurs, 83% des Français sont favorables à ce que les pandémies soient reconnues comme des catastrophes naturelles, selon le même sondage. Point numéro 3. Faire passer la santé d'abord et reconstruire les établissements de santé publics, notamment les hôpitaux. Notre système de santé a longtemps été le meilleur au monde, mais l'austérité et la marchandisation le disloquent. Il n'est plus en mesure de faire face à la multiplication des maladies chroniques et aux épidémies. Nous devons déployer une politique de soins, de prévention et de santé publique capable de prévenir, de soigner tout le monde et d'en respecter les acteurs. Mesures clés. Reconstruire le service public hospitalier et instaurer le 100% Sécu en remboursant à 100% les soins de santé prescrits et en intégrant les mutuelles dans la sécurité sociale. Ce point se décline en réouvrir des services d'urgence, des maternités et des EHPAD publics, assurant un service de santé public de proximité à moins de 30 minutes de chaque Français. Supprimer la tarification à l'acte, revenir à la dotation globale de fonctionnement ainsi que sur les suppressions de lits et de personnel. Engager un plan pluriannuel de recrutement des professionnels du soin et du médico-social, médecins, infirmiers, aides-soignants et personnel administratif. Revaloriser les métiers et les revenus et augmenter les capacités d'accueil des établissements de santé publics, notamment les hôpitaux. Actionner tous les leviers pour combattre les déserts médicaux, recrutement des médecins publics, augmentation des moyens de facultés de médecine pour permettre une véritable suppression du numerus clausus, mobilisation de la médecine libérale et hospitalière, coopératives médicales, etc. Faire du plan national santé-environnement un moyen d'éradiquer les maladies chroniques liées à la malbouffe et à l'exposition aux pollutions, notamment dans un cadre professionnel, pesticides, radioactivité, amiante, produits chimiques. Mettre fin à l'épidémie de VIH en France par un grand plan national de dépistage et de traitement. Créer des réseaux de centres de santé pluridisciplinaires publics
en lien avec les hôpitaux publics pour combler les déserts médicaux. Faire un grand plan pour la santé mentale qui renforcera les réseaux de CMP, centres médico-psychologiques. Permettra le suivi psychologique ambulatoire par le conventionnement de professionnels, augmentera le nombre de places en faculté de médecine dans la filière psy et, dans un premier temps, ouvrira des lits de psychiatrie publique. Protéger la recherche de la finance et supprimer l'influence des entreprises privées dans les activités médicales et hospitalières. Sachant que dans cette thématique-là, 86% des Français sont favorables à la réouverture de lits hospitaliers fermés depuis 2010. Point numéro 4. En finir avec l'abandon des Outre-mer. Les Outre-mer sont maintenus dans un système de dépendance économique et de mal-développement, générateur de pauvreté et d'inégalité. Les habitants subissent le recul des services publics, les retards accumulés en matière d'investissement public, le poids des situations d'oligarchie ou de monopole dans l'économie, et les effets durables des pollutions comme celles dues au chlordécone. Nous refusons une telle rupture d'égalité. Au contraire, la République doit vivre partout et pour tous. Mesures clés. Engager un plan pluriannuel d'investissement et de développement des services publics, transport, éducation, santé, logement, culture, dont la possibilité a été dessinée dans les propositions des mouvements sociaux, notamment en Guyane et à Mayotte. Cette mesure clé se décline. Assurer la continuité territoriale des services publics à tarifs réglementés et le désenclavement intraterritorial, en Guyane notamment, et extraterritorial. Garantir l'accueil scolaire et la santé publique gratuite pour tous. Soutenir l'enseignement des langues et des cultures d'outre-mer et intégrer dans les programmes scolaires nationaux, en France hexagonale et outre-mer, l'enseignement de l'histoire des outre-mer. Mettre en place un encadrement des prix sur les produits de première nécessité pour lutter contre la vie chère. Instaurer un principe de faveur de manière à garantir 50% de recrutements locaux dans tous les corps de la fonction publique. Point numéro 5, c'est le dernier point de ce chapitre, instaurer un protectionnisme écologique et solidaire pour produire en France et assurer notre indépendance. Les droits sociaux mis en concurrence, un bilan écologique désastreux, une industrie dévastée, une agriculture désorganisée. Le grand déménagement du monde doit cesser. La France ne doit pas dépendre d'autres États pour ses productions essentielles. Lorsqu'une crise éclate, il est déjà trop tard pour relocaliser la production. Mesures clés. Relocaliser les productions essentielles à la vie de notre pays. Adopter des mesures anti-dumping d'urgence sur les industries stratégiques. Engager un plan de reconstruction industrielle pour mettre fin à la dépendance de la France dans les domaines stratégiques, semi-conducteurs, médicaments, etc. Et pour soutenir la bifurcation écologique, recyclage de batteries, acier nécessaire aux énergies renouvelables, aluminium, etc. Réviser le code des marchés publics pour favoriser les entreprises sociales et solidaires, écologiques et locales. Faire l'inventaire et l'évaluation des accords déjà appliqués et imposer le respect des normes sociales et écologiques pour la commercialisation des produits importés en France. Instaurer des droits de douane sur des critères écologiques, les émissions de carbone et les pollutions par exemple. Instaurer une taxe kilométrique aux frontières de la France pour dissuader les délocalisations et l'importation de produits trop éloignés. Exiger un dépôt de garantie préalable auprès de la Banque de France en contrepartie d'un investissement étranger dans le pays. Supprimer les avantages fiscaux sur l'épargne française investie à l'étranger, notamment l'assurance vie. Établir des critères de localisation de l'activité pour la commande publique nationale et locale pour l'accord des aides aux entreprises. Conditionner toute aide d'État aux grandes entreprises à des objectifs sociaux, écologiques et fiscaux contraignants et exiger le remboursement des aides en cas de non-respect des contreparties. Rendre effectives les peines de réquisition d'intérêt général pour toute délocalisation ou fermeture d'activité. Et enfin,
renégocier le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, voilà un peu les points numéro 10. Je ne vois pas quelle heure est-il. Donc, je vais enchaîner sur la lecture en fait, des 2 premiers chapitres. Alors, c'est des courts chapitres, hein, je vous rassure. Donc, plutôt couler en beauté que flotter sans grâce de Corinne Morel Darleux, édité aux éditions Libertalia. Donc, qui a été écrit avant la pandémie et qui en fait est un essai à la fois philosophique et littéraire, rédigé à la première personne, en fait qui questionne notre quotidien, notamment en convoquant le navigateur Bernard Moitessier, les Lucioles de Pasolini, les Racines du ciel de Romain Gary. Et en fait, donc, Corinne Morel, dans cet essai, propose un choix radical, refuser de parvenir et instaurer la dignité du présent pour endiguer le naufrage généralisé. Donc, ça commence ainsi. Le 18 mars 1969, sud de l'océan Atlantique. Bernard Moitessier est en mer depuis 7 mois. Parti de Plymouth, en Angleterre, le marin a franchi les 3 caps légendaires de Bonne-Espérance, Lewin et Horn. Il est sur le point de gagner la toute première course de vitesse en solitaire autour du monde, sans escale et sans assistance extérieure, organisée par le Sunday Times. Mais après des jours de conflits intérieurs sur le cap à tracer, il expédie depuis son voilier, à l'aide d'un lance-pierre, ce message sur la passerelle d'un pétrolier. Je continue sans escale vers les îles du Pacifique, parce que je suis heureux en mer, et peut-être aussi pour sauver mon âme. Le navigateur a choisi de ne pas rentrer, de ne pas remporter cette course, mais de poursuivre jusqu'au Pacifique, jusqu'à Papeete. Il dira pour expliquer son acte, j'avais envie d'aller là où les choses sont simples. La lecture de son récit, La longue route, permet de mieux appréhender son choix. Il esquisse une ligne de fuite qui file d'une critique acerbe de la société de consommation et des saccages que les hommes infligent à la terre jusqu'à l'horizon. Et jusqu'au Horn. Ne pas regarder autre chose que mon bateau. Et oublier totalement la terre, ses villes impitoyables, ses foules sans regard et sa soif d'un rythme d'existence dénué de sens. Là-bas, si un marchand pouvait éteindre les étoiles pour que ses panneaux publicitaires se voient mieux dans la nuit, peut-être le ferait-il. Oubliez tout ça. Ne vivre qu'avec la mer et mon bateau, pour la mer et pour mon bateau. Le Club de Rome vient d'être créé. Il publiera son rapport sur les limites de la croissance 3 ans plus tard, en 1972. Et ce n'est certainement pas un hasard si ce refus de parvenir, de Moitessier, s'accompagne d'une sensibilité aiguë à la beauté de la nature, à sa nécessité même, son enfance en Indochine, entre terre et mer, ses débuts comme contremaître dans une plantation d'EVA, des mois de navigation passés à été aiguilles de pression, Cyrus et Alizé, les heures à contempler une aurore boréale ou à divaguer en compagnie de mouettes bavardes, tout cela a sans doute affûté chez lui une compréhension intime du système terrestre, des interactions au sein de cette biosphère dont l'être humain a cru pouvoir s'extraire. Et l'admiration que l'on sent à travers ces mots semble se muter à force de coexistence en un lien puissant, et pas seulement affectif, mais symbiotique, de ceux qui produisent non pas l'amour, qui peut s'éteindre un jour, mais une sympathie universelle, qui, elle, ne meurt jamais. C'est parce que sa nourrice chinoise a appris à l'enfant à se coucher face contre terre, après une colère ou un effort violent pour y trouver repos et apaisement, que le marin, des années après, continuera à cultiver ce Dieu qui est en nous, qui est une parcelle de terre, toute la terre le protège, pour peu que nous-mêmes la respections. On ne défend bien que ce qu'on a appris à aimer, appréhendé par l'esprit et intégré par le sang. Non à la manière d'un scientifique disséquant les caractéristiques communes entre l'espèce humaine et le reste du monde vivant,
ni du mathématicien posant les interdépendances en équation, mais à la manière de ce qu'on saisit par l'épreuve, entendue, dans son sens originel et non son acception judéo-chrétienne. L'épreuve qui permet de juger la valeur d'une idée, d'un paysage, d'une relation. Le phénomène d'émerveillement, ce moment où l'on se sent partie d'un ensemble plus grand, participe ainsi du vertige à entrevoir fugacement la nature intime d'un moi relié et non plus en extériorité. Dans un entretien, Moitessier définira ainsi la solitude en mer comme une participation à l'univers entier. On est à la fois un atome et un dieu en réalité. Cette cosmologie particulière, cette manière d'envisager l'univers, il faut en avoir été affecté pour pouvoir l'incarner. Et ce ne sont plus alors la nature, les océans, les marmottes ou les éléphants qu'on défend, mais tout simplement un soi plus grand. Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend, selon une phrase de l'activiste australien John Seed, reprise sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Je vais m'arrêter là. Ça vient d'être réédité. Il y a eu 28 000 exemplaires qui ont été tirés de ce petit ouvrage. J'espère vous avoir donné envie de le lire. J'espère vous avoir aussi donné envie de voter pour l'avenir en commun et Jean-Luc Mélenchon le 10 avril. Et je passe la parole à... Philippe du Québec. Merci Julien. En fait, on vient de faire quasiment le tour du monde. On est passé de Hong Kong, on arrive au Luxembourg et là, je pense qu'on arrive à Québec. On a fait le tour du monde, on a fait le tour des sensations, des textes, on est allé dans l'univers, sur la mer. Non, on fait plein de belles choses ce soir, c'est absolument fantastique. Merci à tous et à toutes. Et ben, on continue avec Philippe alors. Ouais. Salut Oui, Julien. Merci Julien. Alors effectivement, en direct de la belle ville de Québec, je me propose de vous faire la lecture du chapitre 2 du programme de l'avenir en commun, chapitre qui s'intitule Sûreté et justice. Alors je me lance sans aucune autre forme de politesse. Voilà. Point 1. La justice au nom du peuple. En République, la justice est rendue au nom du peuple. Mais la justice n'a plus les moyens de ses missions. Elle a été laissée à l'abandon par les gouvernements successifs. Les pressions sur elle se sont multipliées. Les liaisons dangereuses aussi. Il faut des moyens humains et financiers pour qu'elle soit bien assurée et dans des délais raisonnables. Mesure clé. Assurer un meilleur accès de toutes et tous à la justice en augmentant notamment l'aide juridictionnelle et en veillant au retour des tribunaux de proximité. Point de forme. Planifier des moyens pour la justice et recruter davantage de fonctionnaires, magistrats, greffiers, agents de la protection judiciaire, de la jeunesse. Point de forme. Mettre fin à la disparition progressive des jurys populaires, supprimer les cours criminels sans jurés et expérimenter les jurés dans les tribunaux correctionnels. Point de forme. Renforcer les droits de la défense, inscrire le droit à une défense dans la Constitution, renforcer la place de l'avocat et limiter le recours à la visioconférence qui déshumanise la justice. Point de forme. Garantir la gratuité des procédures les plus courantes, le divorce par exemple. Garantir des sessions de formation, histoire, géographie et enjeux locaux, pour les magistrats non originaires dans les Outre-mer. Point 2. Une politique de justice efficace. La justice inspire de plus en plus la défiance de nos concitoyens. Elle est perçue comme trop lente, trop déconnectée de la réalité et du vécu des accusés ou des victimes au pénal ou des parties au civil. Son indépendance est mise en cause dans les affaires politico-financières. Une réelle réforme de la justice ne pourra se faire que dans un grand rendez-vous entre le peuple et ses institutions, avec la convocation d'une assemblée constituante. En attendant, nous proposons d'ores et déjà de nombreuses réformes. Mesure clé. Confier au Parlement l'orientation de la politique pénale du pays dans un débat annuel sur un texte avec un vote. Point de forme. Renforcer l'indépendance de la justice vis-à-vis de l'exécutif.
interdire les instructions individuelles et les remontées d'informations individuelles, sauf lorsqu'elles appellent à une intervention directe de l'exécutif en matière d'ordre public. Le terrorisme, par exemple. Poursuivre et punir tous les complices de violation du secret de l'instruction. Respecter la dignité et les droits des personnes privées de liberté, en finir avec la surpopulation carcérale et assurer aux personnes détenues les moyens de se réinsérer dans notre société. Lutter contre la délinquance financière, doubler les effectifs des services qui luttent contre les infractions financières, supprimer réellement le verrou de Bercy, donner plus de moyens humains aux brigades en charge de la délinquance financière, augmenter le nombre de juges d'instruction et supprimer la convention judiciaire d'intérêt public. Bon. Lutter contre l'impunité des agresseurs sexuels et la correctionnalisation des viols. Point de forme, donner des moyens d'une justice pénale environnementale efficace, punir les pollutions industrielles et appliquer strictement le principe pollueur-payeur. Point 3. Une politique antiterroriste rationnelle. Depuis 30 ans, une loi contre le terrorisme a été adoptée tous les 2 ans. Ces dernières années, le rythme a été plus proche d'une loi par an. Toutes ces lois avaient la même stratégie: lutter contre les attaques terroristes en réduisant les libertés individuelles et en misant sur la surveillance technologique. C'est un échec. Nous proposons de miser sur les moyens humains. Mesure clé: élaborer une nouvelle stratégie antiterroriste. Point de forme. Faciliter les poursuites contre les entreprises ou associations en cas d'activité illicite ou de fraude fiscale permettant le financement du terrorisme. Instaurer comme peine principale la déchéance des droits civiques des personnes physiques qui y participent et réquisitionner les entreprises qui collaborent avec les agresseurs. Renforcer les moyens humains du renseignement en revenant sur la fusion de la Direction de la surveillance du territoire, DST, et des renseignements généraux, DRG, et privilégier l'infiltration humaine plutôt que le mirage du tout technologique. Procéder à l'évaluation des résultats des lois déjà adoptées. Lutter contre l'embrigadement et soutenir les programmes de prise en charge des personnes suspectées. Revenir sur toutes les dispositions liberticides qui ont instauré un état d'urgence permanent. Garantir le contrôle par le juge judiciaire des opérations de lutte contre le terrorisme. Et renforcer les moyens humains de la plateforme Pharos en charge de la prévention et de la surveillance des violences sur Internet. Nous en sommes déjà au point 4, refonder une police républicaine. La République a besoin d'une justice, mais également d'une police qui lui soit loyale et qui soit attachée au principe de l'État de droit. La police doit agir pour la protection des libertés individuelles et collectives. Mesure clé: refonder les activités de police pour garantir le droit à la sûreté. D'abord, rétablir la police de proximité, démanteler les BAC, les brigades anticriminalité, et les braves M, les brigades de répression des actions violentes motorisées. Ensuite, intégrer les effectifs de police municipale à la nouvelle police de proximité après une formation de quelques mois, la répartir en fonction de la taille de la population et des besoins objectifs, et la placer sous l'autorité fonctionnelle du maire et l'autorité hiérarchique du préfet. Enfin, construire de nouveaux centres d'activité de police de proximité. Ensuite, intégrer au service public certaines fonctions de sécurité aujourd'hui privées, titulariser et former les policiers adjoints qui le souhaitent, porter à 2 ans la formation des élèves gardiens de la paix, réviser son contenu et réouvrir les écoles nationales pour les activités de police, en finir avec la politique du chiffre et les primes aux résultats, augmenter les effectifs en charge de la délinquance financière, du trafic d'êtres humains et du démantèlement des réseaux mafieux, et doubler les effectifs de la police technique et scientifique. Interdire dans la loi tout usage de technologies de reconnaissance faciale dans les espaces et établissements publics sur le territoire français, ainsi que leur expérimentation. Abroger les lois sécuritaires inefficaces et renforcer les logiques de prévention, notamment les moyens humains de la prévention spécialisée dans les départements. Interdire les tasers, les grenades de désencerclement, les lanceurs de balles de défense 40, fameux flashball, pour favoriser la désescalade des affrontements.
Interdire les techniques d'immobilisation létale, le plaquage ventral, le pliage ventral et la clé d'étranglement. Interdire la technique de la nasse ou l'encerclement en manifestation, sauf en cas de mise en danger pour les personnes. Donner plus de moyens aux défenseurs des droits, rétablir le code de la déontologie de la police de 1986, créer une commission vérité et justice sur les violences policières ayant entraîné la mort ou la mutilation de citoyens pour en établir toutes les responsabilités. Supprimer l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, et l'inspection générale de la gendarmerie nationale, l'IGGN, et les remplacer par une autorité indépendante, incluant des magistrats, des universitaires, des citoyens rattachés aux défenseurs des droits, remplaçant le service actuel et lui octroyant une capacité de sanction disciplinaire propre sur les agents fautifs. Point 5. Addiction et drogue, il faut changer de stratégie. La politique française en matière de drogue, mais aussi d'autres consommations addictives et néfastes, alcool, tabac, médicaments, se résume trop souvent à la répression ou à l'hypocrisie. Pourtant, les addictions concernent plusieurs millions de personnes. L'Office français des dépendances et toxicomanie estime ainsi que 8% des adultes présenteraient un risque chronique d'addiction à l'alcool et un quart, 27%, une addiction au tabac. L'usage problématique ou la dépendance au cannabis concernerait 7% des adolescents de 17 ans et 3% des 18-64 ans. C'est une affaire de santé publique. L'heure est venue de changer de stratégie pour lutter plus efficacement et plus humainement contre les addictions. Mesures clés. Légaliser et encadrer par un monopole d'État la consommation, la production et la vente de cannabis à des fins récréatives dans des conditions permettant de lutter contre l'addiction. Effectuer les recettes des taxes sur le cannabis à des programmes de lutte contre les addictions, notamment en milieu scolaire. Et une politique de prévention, de réduction des risques et d'aide à la désintoxication. S'attaquer aux causes des addictions pour engager une politique de réduction des risques plutôt que de continuer une politique de répression des consommateurs. Confier le pilotage de la politique de lutte contre les drogues au ministère de la Santé et non plus de l'Intérieur. Accroître les forces de police et des douanes à des fins d'investigation et de remontée des filières. Et enfin, lutter contre les organisateurs du trafic de cigarettes et viser une jeunesse zéro tabac. Et j'arrive au dernier point, le 6e, protéger les enfants. Appliquons les droits des enfants et offrons des conditions de travail et de vie décentes pour toutes celles et tous ceux qui sont chargés de les protéger. Mettons fin aux violences éducatives ordinaires, physiques, verbales et psychologiques, toujours trop répandues. Mesures clés, faire respecter la Convention internationale des droits de l'enfant concernant la protection de l'enfance, les enfants étrangers, l'interdiction des violences dites éducatives, le soutien à la parentalité. Point de fin. Garantir le respect des principes de l'ordonnance de février 1945 sur l'enfance en conflit avec la loi et instaurer un code de l'enfance combinant civil et pénal en concertation avec les professionnels. Recentraliser la protection de l'enfance en augmentant significativement ses moyens financiers et humains pour une égalité entre tous les enfants de la République et un accompagnement éducatif de qualité. Débloquer des moyens pour construire des foyers supplémentaires qui permettent de séparer les enfants par tranche d'âge, préserver les fratries, préserver les jeunes victimes d'agressions sexuelles, centre de résilience, assurer des accueils d'urgence ponctuels, prendre en compte une dimension de soins psychiatriques. Ensuite, rendre obligatoire la prise en charge par un contrat jeune majeur de tous les enfants issus de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. Engager un plan de rattrapage spécifique pour la protection de l'enfance dans les Outre-mer. Doter chaque collectivité de structures de protection de l'enfance et de protection maternelle et infantile adaptées, recruter du personnel et le former aux problématiques locales. Lutter véritablement contre les violences sexuelles faites aux enfants en augmentant les effectifs de police spécialisés en lutte contre la cyberpédopornographie, en formant les professionnels en contact avec les enfants et en finançant la prise en charge de soins adaptés. Protéger les enfants qui parlent. Renforcer les moyens de l'autorité judiciaire consacrée au traitement des signalements des contenus illégaux sur des plateformes privées et au contrôle de leur retrait effectif. Et enfin, interdire la violence physique et psychologique de toutes sortes, éducatives, punitives ou autres, à l'égard des enfants.
Voilà ma contribution. Merci, Je merci Philippe. passe Oui, le voilà. On n'avait micro à Christine. s'était pas attaqué à ce chapitre. Merci. Eh bien, ça m'a fait plaisir de le faire. Eh ben, j'ai l'impression qu'on va faire maintenant un dernier petit saut en Allemagne, retrouver Christine. Et Christine, j'ai même l'impression que tu vas nous parler de la dette, non? Oui, oui, oui. Je voudrais. Alors, je suis Christine, j'habite à Munich depuis 20 ans maintenant, donc j'ai peur qu'on passe de l'accent québécois à l'accent allemand. Et j'ai envie de vous parler de dettes illégitimes et odieuses à travers l'exemple de la Grèce, mais de la Grèce au XIXe siècle. Euh, bon, en Allemagne, en 2015, au plus fort de la crise grecque, j'ai été vraiment choquée de la haine qui s'est exprimée en Allemagne en particulier contre la Grèce et les Grecs. Et je voudrais illustrer par ma lecture deux petits points du chapitre 13 qui s'intitule Une diplomatie altermondialiste pour la paix. Deux points. Agir pour la paix et respecter l'indépendance des États et la souveraineté des peuples. Et l'autre point, appuyer la restructuration des dettes souveraines. Je voudrais donc vous faire connaître cette histoire qui, je pense, est moins connue que la crise de 2015. Je vous lis essentiellement le texte d'Éric Toussaint, qui est un Belge qui a cofondé le CADTM, ou Comité pour l'abolition des dettes illégitimes. Alors je vous recommande le site cadtm.org. Et c'est un comité fondé en Belgique qui a essaimé dans beaucoup de pays européens et en Afrique et en Amérique latine essentiellement. Il mène un travail remarquable sur l'audit des Grecs, des dettes, en particulier de la dette grecque. Et vraiment, j'admire ce travail. Et donc voilà l'histoire de cette première crise grecque. Donc depuis 1826, 4 grandes crises de la dette ont marqué très fortement la vie des Grecs. Donc 2015 n'est pas une première occurrence. Chaque fois, des puissances européennes se sont coalisées afin d'obliger la Grèce à contracter de nouvelles dettes pour rembourser les anciennes. Cette coalition de puissances a dicté à la Grèce des politiques correspondant à leurs intérêts et à ceux de quelques grandes banques privées dont elles étaient complices. Chaque fois, ces politiques visaient à dégager les ressources fiscales nécessaires au paiement de la dette et impliquaient une réduction des dépenses sociales et des investissements publics. Sous des formes qui ont varié, la Grèce et le peuple grec se sont vus nier l'exercice de leur souveraineté. Cela a maintenu la Grèce dans un statut de pays subordonné et périphérique. Les classes dominantes locales ont été complices. Alors, en 1821, c'est la guerre d'indépendance en Grèce. Et pour la financer, donc guerre contre l'Empire ottoman, pour la financer et pour asseoir le nouvel État, le gouvernement provisoire de la République hellénique a réalisé 2 emprunts à Londres, l'un en 1824, l'autre en 1825. Les banquiers de Londres, de loin la principale place financière de la planète à l'époque, se sont empressés d'organiser l'emprunt afin de réaliser un très gros bénéfice. Alors il faut prendre en compte le contexte international. Le système capitaliste était en pleine phase spéculative, ce qui, dans l'histoire du capitalisme, constitue généralement la phase finale d'une période de croissance économique forte, avant l'explosion des bulles, et une période de dépression et ou de croissance lente. Les banquiers de Londres, suivis par les banquiers de Paris, de Bruxelles et d'autres places financières européennes, cherchaient frénétiquement à placer les énormes liquidités qui étaient à leur disposition, comme aussi auprès des nouveaux leaders latino-américains qui parachevaient leur lutte d'indépendance. Les 2 emprunts grecs de 1824-1825 atteignaient la somme de 2,8 millions de livres sterling, soit 120% du PIB du pays à l'époque. Or, tous ces nouveaux États commençaient à peine à naître et n'étaient pas reconnus internationalement. À l'époque, on pouvait raisonnablement considérer que les combats pour l'indépendance n'étaient pas définitivement terminés. Enfin, des prêts étaient accordés à des républiques, alors que jusque-là, seules les monarchies étaient admises dans le club des emprunteurs souverains.
Voilà qui donne une idée de l'engouement des banquiers pour prendre des risques financiers. Prêter à un gouvernement provisoire d'un État grec en train de naître dans des conditions de guerre l'équivalent de 120% de tout ce que le pays produisait en un an, témoignait clairement de la volonté de trouver, quel qu'en soit le risque, une affaire juteuse à réaliser. À côté des banquiers, les grands industriels et les grands commerçants soutenaient cet engouement car ces prêts allaient largement être utilisés par les emprunteurs pour acheter au Royaume-Uni de l'armement, des vêtements pour les nouvelles armées, de l'équipement en tout genre. Comment se déroulaient ces emprunts ? Des banquiers de Londres émettaient pour le compte des États emprunteurs des titres souverains et les vendaient à la bourse de la Cité. La plupart du temps, les titres étaient vendus en dessous de leur valeur faciale. Chaque titre émis pour le compte de la Grèce d'une valeur faciale de 100 livres a été vendu 60 livres. Ainsi, la Grèce a obtenu moins de 60 livres, déduction faite encore d'une forte commission, contre une reconnaissance de dette de 100 livres. Cela permet d'expliquer pourquoi l'emprunt d'une valeur de 2,8 millions de livres ne s'est traduit que par un versement de 1,3 million de livres à la Grèce. Deux éléments importants sont également à prendre en compte. Si le taux d'intérêt sur les titres grecs est de 5%, il est calculé sur la valeur faciale. Donc, les autorités grecques doivent verser chaque année 5 livres aux détenteurs d'un titre d'une valeur faciale de 100 livres, ce qui constitue une excellente affaire pour lui puisqu'il percevra en fait un rendement réel de 8,33% et non de 5%. En revanche, pour l'État emprunteur, le coût est exorbitant et insoutenable. Et donc, en 1826, le gouvernement provisoire suspend le paiement de la dette. Alors, généralement, les études consacrées à cette époque se contentent d'expliquer la suspension par le coût élevé des opérations militaires et par la poursuite du conflit. Or, les causes du défaut ne se situent pas qu'en Grèce. Les facteurs internationaux ont joué un rôle très important. En effet, en décembre 1825 débute la première grande crise mondiale du capitalisme, faisant suite à l'éclatement de la bulle spéculative créée au cours des années précédentes à la Bourse de Londres. Cette crise provoque une chute de l'activité économique, entraîne de nombreuses faillites de banques et crée une aversion pour le risque. À partir de décembre 1825, les banquiers britanniques, suivis par les autres banquiers européens, arrêtent les prêts vers l'étranger ainsi que sur le marché interne. Les nouveaux États, qui comptent financer le remboursement de leurs dettes en procédant à de nouveaux emprunts à Londres ou à Paris, ne trouvent plus de banquiers disposés à leur prêter de l'argent. La crise de 1825-26 affecte toutes les places financières d'Europe. Londres, Paris, Francfort, Berlin, Vienne, Bruxelles, Amsterdam, Milan, Bologne, Rome, Dublin, Saint-Pétersbourg, etc. L'économie entre en dépression, des centaines de banques de commerce et de manufactures font faillite, le commerce international s'effondre. Selon la majorité des économistes, la crise de 1825-1826 constitue la première grande crise cyclique du capitalisme. Quand la crise éclate à Londres, en décembre 1825, la Grèce et les nouveaux États latino-américains remboursent encore leurs dettes. En revanche, au cours de l'année 1826, plusieurs pays doivent suspendre le remboursement, dont la Grèce, car les banquiers leur refusent de nouveaux emprunts et parce que la détérioration de la situation économique générale et du commerce international diminue les revenus des États. En 1828, tous les pays latino-américains indépendants, du Mexique jusqu'à l'Argentine, sont en suspension de paiement. Donc, en 1829, le gouvernement provisoire hellène propose aux créanciers de Londres de reprendre les paiements à condition que la dette soit réduite. Les créanciers refusent et exigent 100% de la valeur nominale. Aucun accord n'est trouvé. À partir de 1830, trois grandes puissances européennes, le Royaume-Uni, la France et la Russie, constituent la première troïka de l'histoire moderne grecque et décident d'instaurer en Grèce une monarchie qui aura à sa tête un prince allemand. Une négociation s'ouvre pour savoir quel prince sera choisi par les grandes puissances, Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, Otto, prince de Bavière, ou un autre. Finalement, on met Léopold sur le trône de Belgique, qui devient un État indépendant en 1830, et Otto est choisi pour devenir roi de Grèce.
Dans le même temps, les trois puissances se mettent d'accord pour venir en appui aux banquiers britanniques et aux différentes banques européennes qui ont, par leur intermédiaire, acheté des titres grecs. Il s'agit aussi de mettre la pression maximale sur le nouvel État grec pour qu'il assume intégralement le remboursement des emprunts de 1824 et de 1825. Alors, comment s'y prend cette Troïka, donc du Royaume-Uni, de la France et de la Russie? La Troïka s'adresse à des banques françaises afin qu'elles émettent, pour le compte de la monarchie grecque, un troisième emprunt de 60 millions de francs français, donc environ 2,4 millions de livres sterling, à peu près la même somme. Le Royaume-Uni, la France et la Russie se portent garants auprès des banques en leur assurant qu'en cas de défaut de paiement de la part de la Grèce, ils assumeraient eux-mêmes le remboursement. La Troïka ajoute qu'elle fera tout le nécessaire pour que le remboursement des emprunts de 1824 et de 1825 soit également effectué, donc 3 emprunts. L'accord entre les trois puissances est intervenu en 1830, mais il n'a été mis en pratique qu'en 1833. Le troisième emprunt de 60 millions de francs a été réalisé en 1833 et versé en 3 tranches. La destination des sommes des 2 premières tranches est particulièrement édifiante. Sur un total de 44,5 millions de drachmes, l'emprunt a été émis en francs français, versé en drachmes, seuls 9 millions sont arrivés dans les caisses de l'État, soit 20% de la somme empruntée. La Banque Rothschild de France a prélevé plus de 10% de commission, 5 millions. Les acheteurs de titres, dont la Banque Rothschild, ont reçu 7,6 millions comme paiement anticipé d'intérêt pour la période 1833-1835, ce qui fait plus de 15% du montant emprunté. 12 millions et demi, un peu moins de 30% de l'emprunt, ont été versés à l'Empire ottoman en dédommagement pour l'indépendance. La France, le Royaume-Uni et la Russie ont prélevé 2 millions en considérant qu'ils étaient créanciers de la Grèce. Et plus de 15% du montant, 7,4 millions, ont été versés au roi Otto pour couvrir les rémunérations et les frais de déplacement de sa suite, des dignitaires bavarois qui assuraient la régence et des 3500 mercenaires recrutés en Bavière, sans oublier 1 million destiné à l'achat d'armes. On arrive au protocole de Londres en 1832. Donc, le 7 mai 1832, les trois puissances ont signé avec le roi de Bavière, le père d'Otto, futur roi de Grèce, un accord qui oblige le nouvel État indépendant à donner la priorité absolue au remboursement de la dette. Ce document est signé par le représentant de la royauté britannique, Lord Palmerston, le représentant de la monarchie française, Talleyrand, le représentant du tsar de toutes les Russies et le représentant du roi de Bavière, qui agit au nom de la Grèce alors qu'Otto et sa suite n'ont pas encore quitté Munich. Otto n'arrive en Grèce qu'en janvier 1833. Avec ce document, on dispose d'une preuve évidente du caractère odieux et illégal de la dette qui est réclamée au peuple grec à partir de 1833. La Troïka exerçait un contrôle très strict sur le budget de l'État et sur la collecte des revenus. Elle demandait régulièrement que les taxes et impôts soient augmentés et que les dépenses soient comprimées. Il faut noter que la 5e Assemblée nationale, qui s'était réunie en décembre 1831, donc avant cette signature, avait adopté une constitution de la Grèce, dont un article indiquait que le souverain n'a pas le droit de décider seul en matière de taxes, d'impôts, de dépenses publiques ou sur la collecte des revenus, sans respecter des lois ou des résolutions votées par l'organe législatif. La monarchie et la Troïka ont foulé aux pieds cette constitution qu'ils n'ont jamais reconnue. En 1838 et en 1843, la monarchie suspend le paiement de la dette car elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour assumer le paiement d'intérêts extrêmement lourds. Lors du défaut de 1843, alors que les intérêts à payer représentaient 43% des revenus de l'État, la Troïka est intervenue en mettant la pression maximale sur la monarchie pour qu'elle mette en application un programme d'austérité radicale élaboré sous la dictée des ambassadeurs des trois puissances. Les sacrifices imposés à la population grecque pour rembourser la dette ont été tels qu'à plusieurs reprises elle s'est rebellée.
La révolte a été particulièrement forte en 1843. La population d'Athènes était outragée par l'inauguration en grande pompe de l'imposant palais royal, où siège aujourd'hui le Parlement grec, et s'est soulevée en septembre 1843 contre une nouvelle augmentation de taxes et pour obtenir un régime constitutionnel. Le Royaume-Uni est allé jusqu'à menacer le roi Otto de recourir à une intervention militaire s'il n'acceptait pas d'augmenter les taxes pour remplir ses obligations à l'égard de la Troïka. Le Royaume-Uni et la France ont occupé militairement le port du Pirée pendant 2 ans à partir de mai 1854, un moyen très efficace pour mettre la main sur les revenus de la douane installée dans le port. Et finalement, Otto a été renversé en 1862 suite à une série de soulèvements populaires aux 4 coins de son royaume, et il a dû fuir le pays. Suite à cela, une nouvelle constitution a encore été votée, mince progrès vers une limitation des pouvoirs de la monarchie. La Troïka a recherché un remplaçant. Londres proposait le second fils de la reine Victoria, mais a rencontré l'hostilité de la Russie et de la France, qui voulaient éviter un renforcement de l'influence britannique. Finalement, les 3 puissances se sont mises d'accord sur le choix d'un prince danois nommé Guillaume de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg. Depuis 1843, la Troïka assumait, comme promis aux banquiers, le remboursement de la dette en lieu et place de la Grèce, quand celle-ci n'arrivait pas à dégager suffisamment de revenus pour rembourser l'entièreté des intérêts et du capital. Le remboursement par la Troïka se termine en 1871 et les créanciers peuvent être satisfaits. Ils ont perçu les intérêts et obtenu la restitution du capital qu'ils ont prêté. L'emprunt de 60 millions de francs est éteint. Ça sonne trop actuel. Mais la dette de la Grèce à l'égard de la Troïka subsistait, puisque le Royaume-Uni, la France et la Russie avaient assuré une partie des paiements. Dès lors, la Grèce a dû continuer à destiner une partie de ses revenus au remboursement des 3 puissances de la Troïka. La Grèce a terminé de rembourser la France et le Royaume-Uni pour l'emprunt de 1833 dans les années 1930, soit un siècle plus tard. La Russie, quant à elle, n'a plus reçu de remboursement suite à la révolution de 1917. Mais il reste le remboursement des emprunts de 1824 et 1825. Donc ce remboursement a été suspendu à partir de 1826 et les créanciers ont refusé en 1829 de passer un accord avec le gouvernement provisoire qui ensuite a été mis de côté par la Troïka et remplacé par la monarchie. L'emprunt de 60 millions de francs n'a pas remplacé les emprunts de 1824-1825. Une fois l'emprunt de 60 millions remboursé, la Troïka tenait à ce que les exigences des créanciers de 1824-1825 soient également satisfaites. C'est pourquoi, en 1878, la Grèce, sous pression des grandes puissances, arriva à un accord avec les banquiers qui détenaient les titres de 1824-1825. Les anciens titres ont été échangés contre de nouveaux pour une valeur de 1,2 million de livres sterling. C'était une excellente affaire pour les détenteurs de titres et une nouvelle injustice pour le peuple grec. La plupart des études et analyses et articles qui analysent superficiellement les problèmes de la dette grecque affirment que les dépenses publiques étaient trop élevées et que les Grecs ne payaient pas de taxes, ou très peu. Or, une analyse rigoureuse de l'évolution du budget de l'État indique qu'entre 1837 et 1877, le budget était en surplus primaire positif, sauf à seulement 2 reprises, c'est-à-dire que les rentrées étaient supérieures aux dépenses avant remboursement de la dette. Donc, sur une période de 41 années, les rentrées, fournies essentiellement par les taxes, ont été supérieures aux dépenses pendant 39 ans, si on ne prend pas en compte le remboursement de la dette. Le déficit budgétaire chronique a été causé par le remboursement de la dette qui a constitué un poids insupportable. Bien sûr, il ne s'agit pas du tout de dire ici que la monarchie a bien géré le budget de l'État dans l'intérêt de la population. Le fait de dégager un surplus budgétaire primaire est typiquement une exigence des créanciers, quelle que soit l'époque. Le surplus primaire garantit aux créanciers qu'il existe justement un surplus qui pourra être utilisé pour le remboursement de la dette. Le poids du remboursement de la dette et la tutelle exercée par les grandes puissances européennes
constituent des facteurs déterminants dans l'incapacité de la Grèce de connaître un décollage économique. Conclusion. Les emprunts de 1824-1825 auraient dû être considérés comme nuls car les termes du contrat étaient léonins et le comportement des banquiers était clairement malhonnête. L'emprunt de 1833 relève très clairement de la doctrine de la dette odieuse. La dette a été contractée par un régime despotique contre l'intérêt du peuple. Ce régime despotique était un instrument au service de grandes puissances qui essayaient de concilier leurs intérêts géostratégiques sur le dos du peuple grec, tout en veillant à ce que les exigences des banquiers internationaux soient satisfaites. Le refus des créanciers et des grandes puissances d'annuler la dette en tout ou en partie a produit des effets de longue durée en maintenant la Grèce dans la soumission et en l'empêchant de connaître un véritable développement économique. La Grèce est née avec une dette odieuse qui a asservi son peuple. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop compliqué avec tous ces chiffres, mais je pense que c'est une histoire importante à connaître. Je voudrais juste dire que ce texte montre pour moi que, d'une part, l'Union européenne n'a pas inventé la pression par la dette, et que, d'autre part, elle n'est pas capable de sortir des vieilles habitudes de domination qu'on a héritées des puissances antérieures. Pour l'instant, en tout cas. Voilà. Non, merci, merci, c'était absolument limpide avec ce texte. Merci à toi Christine. Donc, pour finir, hein, on va dire ce tour du monde en lecture, et pour moi, c'était donc pour moi, j'allais dire, ça a été vraiment un plaisir de partager ça avec toutes et tous. Et puis, je laisse la parole à Sublime pour nous souhaiter une bonne nuit à ceux qui vont aller se coucher. Merci, merci. Ben, écoutez, je vous remercie tous. Je pense qu'on peut tous s'auto-congratuler et se remercier parce que c'est vrai que de l'idée à la réalisation, il y a quand même un monde, hein, et ce monde, c'est la mobilisation qui s'est faite depuis le début de l'année, là, depuis, on va dire, les 2 dernières semaines, pour pouvoir, accomplir ce marathon de lecture. D'abord, vraiment, je voudrais remercier tout particulièrement Manu qui a fait la technique dans la première session, et Marie qui a fait l'accueil aussi de la première session, Stéphane qui est là depuis le début, qui va commencer à fatiguer, et puis vous tous qui avez lu des choses vraiment passionnantes, et qui avait donné vie en fait au programme. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations politiques aujourd'hui qui peuvent se vanter de faire 12 heures sur leur programme. 12 heures d'affilée. Alors, pour ceux qui savent pas lire, comme, je sais pas, comme dans le magazine Regard, par exemple, qui trouvent que ça ressemble à un catalogue de la Redoute, notre programme, écoutez, vous avez qu'à l'écouter, si vous voulez pas le lire. En tout cas, merci infiniment à tout le monde. J'espère que cette vidéo va rester sur YouTube, et puis on va faire en sorte de la découper en petits morceaux plus digestes. Et j'espère que ça sera notre contribution à la campagne, à cette première campagne qui va être, en tout cas à la partie numérique, hein, de cette campagne, parce que j'ai remarqué aussi qu'on est un peu les seuls à remplir des salles en ce moment aussi, non? Donc voilà, écoutez, j'espère qu'on va contribuer à convaincre des gens de nous rejoindre, et à minima de mettre un bulletin de Jean-Luc Mélenchon dans l'urne les 10 et 24 avril. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde, et on lâche rien. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup. Bye bye.